Parler une langue, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir à la culture de l'autre. Et c'est justement communiquer. L'autre partie, non, la partie qui reçoit Soit la traduction a besoin de garantir que ça soit une traduction conforme à son original, donc il peut être aussi un autre. L'interprétation, c'est une autre science, on va dire, non ? Parce que même si on utilise les langues, comme pour la traduction, c'est un exercice, c'est un peu comme le cirque, entre faire de la voltige avec filet et sans filet. Okay. La traduction, on a le filet, parce qu'on est chez soi, on est dans l'ordinateur, on a nos papiers, on a nos dictionnaires, on a nos stylos. On peut revenir sur nos erreurs ou sur notre texte. L'interprétation, c'est du direct. On n'a pas le droit... Que l'on nous donne, que ce soit dans une université ou dans un cadre de cours particulier, ce n'est jamais suffisant, donc il faut travailler soi-même. La persévérance, la constance, la discipline. C'est la recette principale, je pense. Bienvenue à la UMAD dans notre émission Experiencia con Garra. Nous recevons aujourd'hui Dominique Bertolotti-Todia, traductrice de profession, je pense que de passion aussi, professeur aussi de français, mais nous parlerons surtout de ton expérience, puisque c'est ton expérience et puis ta principale je dirais profession qui nous intéresse aujourd'hui, qui va être la traduction. Alors tu exerces un des plus vieux métiers du monde, je pense, parce que depuis la problématique de la tour de Babel, on a, je pense, toujours eu besoin de traducteurs. Ma première question, puisqu'on parle de tour de Babel, que se passerait-il si l'humanité ne parlait qu'une seule langue ? Bonjour, eh bien, je pense que ça serait un petit peu compliqué. Enfin, si l'humanité ne parlait qu'une seule langue, on n'aurait pas besoin de traducteurs, non ? Mais le problème, justement, c'est que l'évolution même de l'humanité a fait que les langues se sont diversifiées, non ? Ce n'est même, d'ailleurs, en parlant du français, ce n'est pas la même chose le français de France que le français du Québec, par exemple, même si les francophones du monde entier se comprennent, il y a quand même des particularités, non ? Ce qui fait que d'une langue à l'origine, on peut peut-être penser qu'il y a même eu plusieurs langues. Enfin bon, disons que la langue mère a tellement de ramifications que finalement c'est difficile de se comprendre à l'heure actuelle. Donc une seule langue, ça serait peut-être... Même parfois en parlant la même langue d'ailleurs. Même parfois en parlant la même langue, non ? Et toi, combien de langues parles-tu ? Eh bien, je parle 4 langues. Donc le français, ma langue maternelle. Et au lycée en France, puisque j'ai fait toutes mes études en France, j'ai commencé avec l'espagnol comme langue vivante 1. Ensuite l'anglais. Et à l'âge adulte, j'ai commencé à apprendre la langue de mon père, l'italien. Mais bon, nous ne parlions pas italien à la maison. Donc c'était vraiment un apprentissage, même si l'oreille, d'une certaine manière, était déjà prééduquée, non ? Et y a-t-il une langue que toi tu préfères ? Non, en fait, j'aime bien toutes les langues que je parle pour des raisons différentes. Ou quelle serait aujourd'hui l'importance de parler une langue étrangère ? Parce que pour toi, finalement, c'est ton quotidien, en fait. Mais est-ce qu'on peut rappeler cette importance, en fait, de parler au XXIe siècle, en 2022, une langue étrangère ? Je pense que l'importance, c'est la communication, et plus encore dans un monde globalisé, non ? Parler une langue, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est s'ouvrir à la culture de l'autre, et c'est justement communiquer. Bien sûr, il y a, vous allez me dire, les applications sur le téléphone et autres pour pouvoir communiquer d'une certaine manière, mais cela reste quand même des communications limitées, non ? Pour les nécessités premières, non ? Où puis-je aller, où puis-je manger, etc. Mais pour parler de sentiments, je pense que les traducteurs automatiques ont encore pas mal de pain sur la planche, si l'on peut dire. Donc, la base d'apprendre une langue, c'est de pouvoir communiquer, pour moi. Oui. Alors, d'ailleurs, c'était une des questions que je souhaitais te poser, en fait. Peut-on faire confiance dans la traduction à ces traducteurs automatiques qu'on trouve sur Internet quand on est traducteur ? Ça, c'est 2 questions dans une, en fait. Parce que oui, on peut faire confiance à un traducteur et non.
C'est-à-dire que les traducteurs automatiques ont fait énormément de progrès ces dernières années. Et donc, on peut leur faire confiance, mais si c'est un langage source complexe, les traducteurs automatiques ont parfois tendance à ne pas être aussi précis. Donc ça peut donner une base, non ? Finalement, si on va prendre l'exemple de Facebook, non ? Si l'une de mes amies ou l'un de mes amis écrit en arabe, je ne parle pas arabe, donc je vais copier, mettre sur le traducteur de Facebook ou un autre traducteur, et je vais comprendre entre un 70-80% ce que l'autre personne a voulu dire, non ? Mais pour un travail de puriste ou un travail de traduction certifiée ou un travail de traduction non certifiée, mais un livre ou un texte scientifique, c'est quand même encore un peu juste, les traducteurs automatiques. Oh oui, d'accord. Et bon, tu exerces, tu nous disais, mais les langues, en fait, tu exerces vraiment ton métier avec passion. Bon, en plus parce que je te connais, en fait. Et est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu aimes, toi, dans le métier de traductrice ? Ce que j'aime, j'aime les langues, déjà, à l'origine. Et puis, c'est le défi intellectuel d'être confronté à un texte, de pouvoir m'imprégner de ce qu'a voulu dire un auteur. Et souvent aussi, bon là, du coup, on n'est plus dans les traductions certifiées, parce que là, c'est pas tellement motivant. Mais donc, les traductions littéraires, c'est d'être aussi en contact souvent, dans mon cas, avec l'auteur. Donc ça permet d'enrichir la conversation. Et souvent, les difficultés que je rencontre, c'est parce que dans le texte source, il y avait déjà une petite difficulté au départ, que l'auteur n'avait pas forcément vue, ou bien une difficulté, bon, peut-être on va supposer que l'original était parfaitement bien rédigé, mais du coup, pour le transposer dans une autre langue, pour le traduire, pour communiquer dans l'autre langue, parfois, il y a des pièges, parce que les grammaires ne sont pas identiques, même si on parle de langue latine, comme le français et l'espagnol, non ? Bien sûr, et certains mots même n'existent pas, non ? Oui, donc parfois il faut mettre des notes de traduction ou essayer de trouver une périphrase qui n'est pas toujours élégant. Mais c'est vrai que c'est un exercice vivifiant, on va dire. Oui, il y a un grand défi. Oui. Donc, la question serait, naît-on traducteur ou devient-on traducteur ? Je pense que les deux choses, non ? Au départ, il faut aimer les langues. Il faut aimer l'exercice de la traduction, qui peut être aussi un exercice très individualiste, non ? On peut être face à son texte sans avoir de contact avec l'auteur. Et on peut aussi apprendre à aimer la traduction, non ? Je pense qu'au départ, je n'étais pas forcément née traductrice, hein, même si j'aimais les langues depuis aussi longtemps que je me rappelle. Mais je suis devenue traductrice un petit peu aussi par la force des choses. Et ce qui m'a fait aimer et me passionner pour ce métier, c'est l'apprentissage et le quotidien au fil des années. Tu pourrais nous parler de ton espace de travail, en fait, parce que tu parlais d'un travail solitaire, finalement. Est-ce qu'il y a un espace propice pour toi pour faire de la traduction ? En fait, j'en ai plusieurs. J'ai mon propre espace personnel à mon domicile, non, où j'ai un bureau qui est aussi ma salle de classe quand je donne des cours de français, et avec mon ordinateur, mes livres, mes dictionnaires, parce que je fais encore appel à mes dictionnaires papier, pas simplement des informations que je peux avoir ou obtenir sur Internet. Mais je peux aussi bien le faire à mon autre travail, puisque je ne fais pas que des traductions, je travaille aussi pour le programme de sémiotique à l'Université autonome de Puebla. Et je leur fais aussi des traductions pour la revue que nous avons, Tópicos del Seminario. Donc je peux très bien le faire aussi depuis mon autre ordinateur, depuis mon lieu de travail où je ne suis pas seule, non, j'ai des collègues et bon, il y a le téléphone qui sonne, des gens qui viennent, etc. Mais c'est vrai que si c'est une partie difficile, je préfère être enfermée chez moi et dans le silence, non, pour me concentrer. D'accord, oui, je peux comprendre. Alors, comment es-tu tombée dans le monde de la traduction ? Un petit peu, je reprends
cette métaphore de Astérix Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Toi, comment tu es tombé dans la traduction comment tu es arrivé à ce monde? Parce que déjà, je parlais l'espagnol et le français, et l'anglais aussi. Et finalement, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit en français. Et c'est une amie du programme de sémiotique qui m'a demandé de traduire son mémoire de thèse du master et du doctorat, d'espagnol en français une partie, l'autre partie, je pense que c'était le contraire, du français vers l'espagnol. Et puis, il y a eu aussi un professeur de la faculté de droit qui m'avait demandé de traduire sa thèse. Donc, petit à petit, ça s'est fait comme ça, on va dire, non? Des gens à l'université qui avaient besoin de mes services parce qu'ils ne parlaient pas ou ne comprenaient pas le français. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma place dans le monde de la traduction. Et le programme de sémiotique, même avant que je rentre y travailler, me demandait des traductions, des résumés pour la revue. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, petit à petit. D'accord. Donc aujourd'hui, combien d'années calcules-tu d'expérience dans ce monde de la traduction? Ça doit bien faire 30 ans maintenant. Ça fait 32 ans que je suis au Mexique. Oui, ça doit bien faire une trentaine d'années que je fais de la traduction, non? Et une dizaine d'années, un petit peu plus peut-être, de la traduction certifiée, qui est un autre domaine, non? Oui, tu peux nous expliquer, en fait, on parle aussi de traduction assermentée, non? Oui, assermentée, certifiée, jurée, on trouve aussi parfois. Effectivement. Donc c'est plus dans ce cas-là des documents administratifs, non? Des actes de naissance, de décès, de mariage, des bulletins scolaires, des diplômes, parfois des contrats. Et donc l'autre partie, non, la partie qui reçoit la traduction, a besoin de garantir que ce soit une traduction conforme à son original, donc qui peut être aussi un autre thème. Donc là, les défis sont autres, non, c'est plutôt des défis techniques. Pour connaître, il faut connaître le vocabulaire, non, les tournures juridiques pour donner un bon travail. Parfois, ça demande aussi des connaissances culturelles, par exemple. Comment traduire un bulletin scolaire d'un élève français qui est en dernière année de primaire ou d'un élève mexicain qui est en première année de secondaire, puisque le système n'est pas exactement symétrique, non? Ça implique de connaître la culture, de savoir qu'en France, le primaire, c'est 5 ans, au Mexique, 6 ans, et en parallèle, le secondaire, 3 ans au Mexique et 4 ans en France, hein, pour mettre une note de traduction, sinon... Je ne peux pas dire qu'un élève de secondaire, ici, correspond... Enfin, les correspondances, il faut expliquer parfois, non? Donc, en fait, il y a une grande partie aussi... culturelle, bien sûr. Oui, oui. Et à quoi pourrait-on voir que... ou quelle qualité pourrait avoir une bonne traduction? Bon, déjà, il faut respecter le texte d'origine, non? Surtout pour les traductions certifiées. Enfin, j'ai déjà eu le cas d'actes de naissance de filles ou d'hommes, j'ai eu les deux cas, où le sexe était inversé, non? Mademoiselle Itzel, sexe masculin. Ok. Donc je sais, je la connais, je sais que c'est une femme, mais je ne peux pas changer le document d'origine. Je ne peux pas mettre sexe féminin, même si c'est marqué masculin, je suis obligée de mettre masculin et de signaler. J'ai dit, tu t'es rendu compte, là, ton acte, il n'est pas bien. Donc voilà, c'est ce genre de choses, même s'il y a une erreur dans le texte et qu'on est conscient qu'il y a une erreur, mais si l'original a une erreur, on est obligé de traduire avec l'erreur, non? Oui, ça je comprends bien. Pourrais-tu nous parler d'un des plus grands défis en traduction? Le plus grand défi, j'en ai eu un l'année dernière, on m'a demandé de traduire un livre de sémiotique. Alors, j'avais déjà fait des traductions de livres dans le domaine de l'éducation, mais finalement, ça reste du vocabulaire, on va dire, quotidien pour moi, non? La sémiotique, c'est quand même une science particulière, avec un vocabulaire particulier. Et je connais l'auteur, Roberto Flores, et j'ai des contacts avec l'université de Limoges qui me demandait ce livre. Donc, c'était un gros défi, parce que c'était un livre qui faisait quand même 300 pages, et aussi parce que je connaissais les personnes et je voulais remettre un travail aussi bien que possible, non? Donc,
C'était un travail de longue haleine, avec beaucoup de révisions, avec l'auteur, avec l'éditeur en France, qui était l'ancien recteur que je connais aussi. Donc c'était, je me sentais un peu petite quand même, non, à un certain côté. Et c'était un gros défi intellectuel, mais bon, j'ai beaucoup aimé, non. Et puis il y a tous les textes techniques, théoriques de sémiotique dure. Donc là, c'est vrai que c'est souvent des phrases longues, complexes et pas toujours évident à traduire. Oui, j'imagine. Et tu parlais d'un travail à longue haleine. De combien de temps on est en train de parler ici? Mon travail de traduction en soi, j'ai dû le faire en 3-4 mois. Mais il a fallu rajouter 2 mois, il me semble, 2-3 mois de travaux de révision, non, d'échange de documents, de peaufinement du texte. Donc finalement, c'était un travail au moins sur 6 mois. Donc c'est ce que j'appelle un travail de longue haleine. Non, surtout que je ne faisais pas que ça, mais si j'y consacrais quand même 2-3 heures par jour. D'accord. Donc il faut presque se marier avec le texte. Ah oui, bien sûr, il faut s'imprégner du texte, il faut se documenter aussi, non, le travail du traducteur. Bon, la sémiotique, comme tu sais, non, c'est quelque chose que je connais depuis pratiquement que je suis arrivée au Mexique. Donc, on va dire, je connais la musique, mais il faut les paroles aussi. Ou je connais les paroles, mais il faut aussi connaître la musique. Non. Bien sûr. Donc c'est un travail de formation permanent. Et puis la sémiotique, comme c'est l'étude de la signification à travers le signe, donc ça englobe tous les domaines. Non. Et ce livre, l'auteur s'occupe beaucoup d'anthropologie aussi, donc c'est quelque chose de particulier. Donc il faut connaître... Oui, un vocabulaire différent, un auteur différent, donc une manière de s'exprimer différente. Non. D'accord, donc en fait, la traduction, c'est aussi une formation permanente, en fait. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut constamment lire. En fait, c'est un peu comme le sport ou comme toutes les matières intellectuelles. Il faut s'entraîner, non. Il n'y a pas de mystère, c'est un... Et puis aussi, dans mon cas, il y a le défi de continuer à conserver un excellent niveau dans les 2 langues. Non, parce que c'est parfois un vrai défi, surtout quand on n'habite plus en France, comme c'est mon cas. Non, donc ça implique de lire, d'écouter, de se préparer, de se former, de se relire et de dire « Ah bah tiens, là, c'est un faux ami. » Non, j'en ai fait, il y a pas... C'était une traduction certifiée. Une conjugaison, l'invention du verbe promouvoir en promotionner. Je vous passe les détails, j'ai corrigé. Mais bon, ce genre de choses que finalement on est confronté en tant que professeur et en tant que traducteur, non? Oui. Et alors, il y a l'autre partie d'ailleurs de notre licence. On prépare nos étudiants à la fois à la traduction et à l'interprétation, en fait. Quelle expérience as-tu en interprétation? Alors l'interprétation, c'est une autre science, on va dire, non? Parce que même si on utilise les langues, comme pour la traduction, c'est un exercice, c'est un peu comme le cirque, entre faire de la voltige avec filet et sans filet. Okay. La traduction, on a le filet, parce qu'on est chez soi, on est dans l'ordinateur, on a nos papiers, on a nos dictionnaires, on a nos stylos, on peut revenir sur nos erreurs ou sur notre texte. L'interprétation, c'est du direct. On n'a pas le droit à l'erreur. Si, les interprètes se trompent aussi, non? Mais il est difficile de revenir en arrière. Si on n'a pas compris, on doit dire au présentateur, vous ne pouvez pas répéter ce que vous venez de dire là, parce que je n'ai pas tout compris. Donc, pour l'interprétation, on a besoin d'avoir un très bon niveau de langue, également dans les 2 langues, la langue source et la langue objectif. Mais on a aussi besoin d'avoir une bonne mémoire, plus que pour la traduction écrite. Et la mémoire, ça se travaille pour l'interprétation. Il y a des exercices spécifiques, il y a des exercices préparatoires pour étudier le thème, plus que pour la traduction écrite. Non, et si, il faut avoir une bonne mémoire. Il y a aussi des techniques pour prendre des notes. Non,
Donc tout ça, on n'a pas besoin de le faire en traduction écrite, on a besoin de le faire en interprétation, les abréviations, séparer les feuilles, noter les connecteurs, les idées principales, nos propres abréviations. C'est un exercice différent, non ? Est-ce que quand on est interprète, on doit ou on devrait se spécialiser alors dans un champ spécifique ? Oui, en fait, la spécialisation, elle est recommandée dans les deux disciplines, aussi bien la traduction écrite que l'interprétation. Non ? Le vocabulaire spécifique à l'éducation n'est pas celui de la médecine, par exemple, ou celui du domaine de l'automobile. Non ? Chaque science a son propre vocabulaire, mais c'est peut-être encore plus vrai dans l'interprétation, finalement. Non ? Ou bien, peut-être aussi avoir l'honnêteté de dire ça, je ne peux pas faire, je ne peux pas traduire, ou je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas le temps de me préparer. Non ? Donc il faut être, en tant que traducteur, il faut savoir être très honnête aussi. Oui. Je pense que c'est une qualité fondamentale et qui finalement est appréciée par le client, non ? Bien sûr, donc une éthique aussi. Une éthique, oui. Pour être traducteur. Oui, parce que l'interprétation, pour compléter, on peut avoir recevoir le texte avant. Donc ça permet d'avoir une idée, de chercher les mots compliqués, les mots qu'on ne connaît pas forcément dans l'autre langue, les écueils, les difficultés. Non, mais si c'est du direct, donc dans ces cas-là, si je sais que le domaine, ça va être la médecine, le cancer ou un type particulier de cancer, je vais me renseigner, je vais analyser, je vais apprendre, je vais me faire mes listes de lexique. Non ? Tu as aussi donc de l'expérience en interprétation ? Oui, mais je ne fais pas de promotion pour l'interprétation parce que justement ce n'est pas mon domaine, mais si, j'en ai déjà fait. Et bon, comme vous le savez, il y a deux types d'interprétation, non ? La traduction simultanée et l'interprétation en soi. Donc la simultanée, et l'orateur parle, donc c'est là où ça devient compliqué, non ? Parce qu'il peut parler pendant 5 minutes, et parler plus ou moins vite, et avoir un accent, non ? Ce n'est pas, si c'est une personne d'origine africaine qui parle français, son accent est différent, et parfois c'est difficile à comprendre, même pour un Français. Donc il faut prendre des notes, il faut restituer l'idée ou les idées de l'orateur. Donc c'est là où ça devient compliqué. L'interprétation simultanée, finalement, c'est un petit peu plus facile, même si ce n'est pas facile, parce que le décalage entre l'orateur et le traducteur ou l'interprète est de quelques dixièmes de seconde. Non ? Oui, d'où la bonne mémoire dont tu parlais. La bonne mémoire, c'est pour la traduction simultanée, oui. Voilà. Pour ces quelques secondes, microsecondes qu'il peut y avoir. Non ? Oui, et puis non, si je dois mémoriser un texte de 5 minutes, c'est impossible. Enfin, si je connais quelqu'un qui le fait, mais bon, non, c'est pas mon cas. Et donc, savoir prendre des notes et restituer, c'est un exercice difficile et qui demande de l'entraînement. Oui. Et si toi, donc, ton choix est déjà tout fait, tu devais choisir entre interprétation et traduction ? Disons que maintenant, je choisis la traduction, non ? Mais bon, si c'était à refaire, peut-être que je ferais les choses différemment et que j'aurais choisi l'interprétation, non ? Mais bon, ce n'est pas la voie que j'ai choisie, finalement. J'ai choisi de rester au Mexique parce que j'ai eu l'occasion de le faire, mais bon, ça s'est croisé. C'est une autre histoire de vie. Mais bon, je ne regrette pas mon choix ni mes choix, non, pas du tout. Mais si, j'aime beaucoup les deux. Si. Aurais-tu une expérience d'interprétation à nous partager, une qui t'ait marquée pour une raison Oui, la première interprétation, parce que je me sentais carrément à côté de la plaque. Et je n'avais pas eu le texte avant. Et du coup, c'était une concentration permanente. Je ne connaissais pas les auteurs français qui étaient mentionnés. Je ne connaissais pas encore vraiment le vocabulaire. Et j'ai vraiment souffert. Intellectuellement parlant. Oui. Et physiquement parlant aussi. Oui, à tous les niveaux, j'ai souffert. Et bon, je connaissais le présentateur, non, l'exposant, donc c'était quand même, je disais, vous pouvez pas faire une petite pause là, s'il vous plaît, ou je lui donnais un coup de coude, mais bon, c'était vraiment très dur, d'où l'intérêt de se préparer, de faire des exercices
continuellement quand on veut devenir interprète. Non, c'est pas le faire une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois, parce que non, ça marche pas comme ça. Bien sûr. Et justement, est-ce que toute personne qui parle une langue étrangère, parce que aujourd'hui c'est commun en fait d'accéder à un niveau B2 par exemple d'une langue étrangère, peut-on se lancer dans la traduction Bon, avec ce niveau? On peut commencer à se former, mais selon moi, un niveau B2, que ce soit pour la traduction ou le professorat, ce n'est pas forcément suffisant. Pour être traducteur assermenté au Mexique, il faut participer à un appel à communication du Consejo de la Judicatura Federal, et ils exigent un niveau B2 dans la langue qui n'est pas la langue mère. Donc dans mon cas, c'était l'espagnol. Et c'est difficile, même avec un niveau B2, de faire un bon travail, à mon avis. Et la plupart des traducteurs ou des interprètes que je connais ont un niveau C1, C2 dans les 2 langues. Oui, bien évidemment. Et au niveau de, je dirais de la formation, en fait, est-ce qu'on peut s'improviser justement traducteur parce qu'on connaît une langue étrangère? Parce que c'est peut-être un petit peu ce que l'on peut croire, ce côté facile peut-être. Oui. C'est pour ça que je parlais de tomber dans la traduction peut-être tout à l'heure. Oui, bon, je connais aussi des traducteurs, et c'était mon cas au départ, non, de se former sur le tas, mais de toute façon il faut se former, non? Et si on passe par une université comme la UMAD, déjà on nous donne des armes, des outils, non? Et ces outils finalement nous font gagner du temps et nous font devenir de meilleurs professionnels de la traduction. Parce que les écueils, ou quand j'ai commencé à faire des premières interprétations, non parce qu'un professeur venait de l'étranger et qu'il fallait quelqu'un pour lui servir de guide touristique ou qui traduisait ce que disait le guide, bon, c'est sans conséquence, il n'y a pas de risque, non? Mais si c'est une conférence magistrale, bon, autant le faire de manière professionnelle. Et c'est là où on se rend compte que finalement, de savoir prendre des notes, d'avoir développé sa mémoire, de savoir le savoir-faire, non, c'est important. Et ça fait gagner du temps à tout le monde. Et alors justement, quel conseil tu pourrais donner à nos étudiants en traduction-interprétation, à nos étudiants qui étudient les langues étrangères, puisqu'on a des spécialistes et non spécialistes dans notre institution? Je crois qu'on ne finit jamais d'apprendre, ce qui est mon cas. Moi, je continue de prendre des cours, de suivre des formations ou de donner des formations. Et il faut se préparer, il faut travailler. Et comme je dis à mes élèves, ce que l'on nous donne, que ce soit dans une université ou dans un cadre de cours particulier, ce n'est jamais suffisant. Donc il faut travailler soi-même. Il faut faire des exercices. Chaque fois que l'on fait un plus, c'est quelque chose pour nous. Ce n'est pas pour l'institution, ce n'est pas pour le papier qu'on va nous donner, diplôme de licence ou de master. Non. Finalement, c'est un plus qui va se refléter dans notre travail quotidien. Et si un client est satisfait, un client va nous recommander. Non. Donc de là, l'intérêt de se préparer, de travailler, de faire des exercices, de faire ce plus, non, d'écouter des films en langue d'origine sans les sous-titres. Non, à partir d'un niveau B2, c'est même forcément recommandable. Et on se rend compte que l'on comprend. Et on se rend compte que plus on fait cet exercice, et plus on va comprendre. Et que parfois c'est difficile parce que l'accent est différent, parce que le langage est différent, parce que c'est de l'argot, etc. Non, donc se préparer. Oui, la constance, la persévérance. La persévérance, la constance, la discipline, c'est la recette principale, je pense. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, d'avoir accepté cette invitation, d'être venue dans notre émission Una Experiencia con Garra. Merci à vous de m'avoir invité à participer.